bienvenue dans le podcast La Bière Patrie, le podcast qui nous rassemble tous sous le même drapeau. Moi c'est Karech et nous allons parler bière dans ce podcast. Salut tout le monde, content de vous retrouver pour cet épisode dédié à une brasserie de la région liégeoise. Pour la petite histoire, ça fait déjà un certain temps que je me dis que je vais les inviter, je vais inviter cette brasserie. Je les ai vus à plusieurs reprises au Brassicole à Charneux, dont l'année dernière, en août, où je décide de prendre contact avec la personne qui était dans le bar. J'échange quelques mots avec la personne représentant la brasserie et je ne manque pas de repartir avec une petite carte de visite que je perds dans la foulée. Je ne sais pas, j'ai été dans ma poche, je ne sais pas, en tout cas je l'ai égaré ce jour-là. Bravo l'artiste. Sauf que cette année, la Bière Patrie s'est rendue chez les copains de Brasséard et on a recroisé la route de la brasserie. Cette fois, je ne rate pas l'occasion et je recontacte directement la semaine suivante. Je prends contact avec une des personnes via le mail, et cette personne est parmi nous aujourd'hui. Bonjour Vincent. Bonjour, Ça va bien? Très très bien. Et alors, ça ne va pas être évident pour ceux qui nous écoutent en audio, mais il y a une personne qui accompagne Vincent et il s'appelle Vincent. Donc bonjour Vincent également. Bonjour. Vous représentez la brasserie de La Croix et la marque de bière Sainte-Nitouche, mais pas que. Enfin, vous allez nous en parler plus longuement durant le podcast, durant cet épisode. Alors, c'est la première fois que j'ai des invités aussi prévoyants. On a déjà ouvert la première bière et on a déjà servi la première bière. Donc, est-ce qu'on ne se ferait pas un petit santé avant de commencer quoi que ce soit? Allez. Santé à vous, messieurs. Santé bonheur. On dit le reste ou pas? Ça dépend ce qu'est le reste. Ben. On est enregistré, donc on va éviter. Moi, dans mon reste à moi, il y avait sexe dans le. Oui, mais oui. Bon, on va a les mêmes références. Voilà, exactement. On peut peut-être parler un tout petit peu avant de commencer, parler un tout petit peu de cette bière. Alors, vous m'avez dit hors micro que historiquement c'était la première bière que vous avez brassée. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Je sais pas qui veut commencer. Un petit peu pour commencer. D'accord. Le temps de d'échauffer l'autre Vincent. Donc Vincent et Vincent, on est beaux-frères. Oui. Donc on se connaît depuis que lui avait l'âge de 11 ans. J'ai rencontré sa sœur, qui est toujours mon épouse. Ouais. Et puis Vincent, après de multiples expériences professionnelles, s'est retrouvé à être technicien de brasserie chez la brasserie Act. Ouais. Et en 2007, il a commencé à brasser sa propre bière, donc la première Sainte-Nitouche et la Sainte-Nitouche triple. Et puis en 2013, il m'a demandé si je pouvais l'aider à lancer son projet. Il voulait en vivre. On s'est associés 50-50. Ouais. Et on a lancé la brasserie en avril 2014. Et notre première Sainte-Nitouche est sortie en octobre 2014. Donc, on va reparler de tout ça parce que là, tu as déjà fait pas mal de l'historique. La bière, c'était une volonté de faire une triple en premier lieu. C'était un coup de cœur, le style triple. Mon problème, c'est que j'ai beaucoup d'amis qui boivent beaucoup. Oui. Et donc, comme tout petit brasseur amateur au départ, on fait des petits 25 litres, 30 litres. Oui. Et puis, j'ai des amis qui viennent me goûter. Je faisais des dégustations dans mon garage. Oui. Et c'est frustrant qu'ils boivent tout en moins d'une demi-heure. Et puis, il y en a plus, il faut les rechercher. Donc, j'ai commencé à faire des bières de plus en plus fortes. D'où, un petit peu comme toi, c'est mes amis qui ont trouvé le nom parce que on faisait plus des dégustations bière, on faisait des dégustations Sainte-Nitouche. Oui. Et donc le nom est parti comme ça parce que moi j'ai essayé de faire une bière de plus en plus forte, puis elles sont quand même fortes tes bières, donc j'essaie d'un peu camoufler le côté alcooleux par des épices et des choses comme ça. Et donc la première bière est partie et ça s'est trouvé comme ça, et le nom aussi en a découlé. Je faisais partie du mouvement de jeunesse et je faisais goûter ça à mes amis et ça a commencé. Donc je faisais 30 litres et puis j'ai un petit peu modifié mon installation. Je faisais ça à 40 litres, 100 litres. On va en reparler plus tard parce qu'on va parler un petit peu de l'infrastructure et tout ça. Ce qui caractérise cette bière-ci, c'est justement l'utilisation d'épices ou... Il y a un petit peu d'épices. Et du malt tout à fait normal, mais oui, j'ai essayé de camoufler un petit peu le côté alcooleux des triples, donc ça fait quand même 9,5% d'alcool, donc 2-3 bières, et le rapport qualité-taux, on peut dire, est excellent.
Ouais. Ok. Elle est très chouette. Moi, je l'ai goûté ici. Alors, j'en avais déjà bu auparavant, mais ici en la goûtant, on sent quand même qu'il y a de la rondeur. Hein. On sent qu'il y a de la matière. Alors, moi, j'aime bien ce style-là, donc je suis bon client évidemment, mais elle est très chouette. En ce qui concerne la couleur, c'est une volonté de rester dans le canevas de la triple entre guillemets plus ou moins normal, enfin Oui, ce qu'on tout entend à d'une fait. triple. Ouais. Ouais. Ben c'est très chouette. Messieurs, on va continuer de la siroter et je vous propose de passer à une petite interview que je fais pour tous les invités. C'est les mêmes 5 questions. Je lance le petit jingle et on se retrouve juste après. Alors, la petite interview s'appelle Si tu n'avais. Les 5 mêmes questions. Je vais commencer. Alors, vous répondez chacun à votre tour. Vous passez la balle si vous voulez, mais C'est la balle. ouais. Si tu n'avais qu'une seule bière à boire jusqu'à la fin de ta vie, ce serait La P2. la P2, ouais. En triple aussi, alors du coup. Ouais. Et Vincent, l'autre Vincent. C'est une très bonne question. À tout hasard, il y en a pas un qui a un surnom qu'on pourrait dire. Si, Léo. On peut m'appeler Léo. Léo. Ouais. C'est son totem. C'est mon totem scout, voilà. Ok. Donc, on en reparlera plus tard, mais Vincent Brasseur, ce sera Léo. Je vais essayer. C'est mon petit neveu. Je vais retenir. Ce sera Léo. Voilà. J'ai pas vraiment tellement une seule bière, c'est plus une gamme de bières. Oui, j'aime bien les triples, Ouais. ça c'est sûr. Mais Un style. une bière en particulier, Ouais, c'est un peu plus compliqué. le style, c'est déjà très bien. Je peux répondre pour lui. La deuxième, ce serait la trappe. Ouais. Et laquelle dans la trappe? La quadruple. La quadruple. Évidemment. On s'entend bien entre entre personnes Tant qui. qu'à faire. Bah ouais, moi aussi j'aime bien. Si vous n'aviez la possibilité de travailler que dans une seule brasserie, ce serait. Alors je suppose que là, on a quand même un début de réponse. Ce serait la nôtre. Ce serait la La vôtre. brasserie de la Croix. Ouais. Ok. Si vous n'aviez qu'un seul pays brassicole à visiter, ce serait. La France, parce que je pense qu'il commence à avoir de bonnes choses en France. En effet. C'était pas terrible. Il faut se méfier des gens qui disent qu'ils brassent comme des Belges. Parce que là, en général, c'est la catastrophe assurée. Mais il y a beaucoup de belles petites choses. Donc, et puis, dans tous les pays où on va, il y a des petites brasseries maintenant. Il y a des choses vraiment sympas à goûter. Oui. Mais les Français dans toutes celles que j'ai goûtées, il y a vraiment de belles choses à boire. Ouais. Ouais. Mais beaucoup de créativité aussi Exact. dans le sud de la France. Évidemment, je dis toujours les Hauts-de-France, ça a plus ou moins le même passé brassicole que nous, mais c'est vrai que quand on passe ça, donc voilà. Tu resterais en France aussi ou tu voyagerais? Voilà, un petit peu Canada. Canada, ouais. Il y a quand même des trucs, voilà. Bière craft au Canada, en effet, Voilà. ça vend du rêve aussi. Si vous n'aviez qu'une seule bière à faire déguster à une personne qui n'en a jamais bu, ce serait Notre triple. triple. Ok. Ouais, On reste là-dessus. Bon, par contre, la personne va être réveillée d'un coup, parce que. ouais, mais pas de Mais souci. c'est moins d'alcool que dans un verre de vin. Exactement, c'est vrai. Donc, Moi, ça me dérange pas. Et alors, si vous n'aviez qu'un seul endroit pour déguster une bière, ce serait? très bonne question, ça. Alors, je sais pas si elle est bonne, mais elle a le mérite d'exister. C'est une très bonne question. Moi, je dirais sur une terrasse. Et allez, à Venise. À Venise, d'accord. Pas les pieds dans l'eau, quand même. Ça dépend du moment. Ça peut être sympa aussi. Exactement. Et donc, Simplement chez soi avec des amis, c'est... exactement. Elle revient En fait, vous avez donné les 2 réponses qui reviennent très souvent, évidemment. C'est toujours la convivialité. La bière, il y a rien à faire. Ça tourne autour de ça. Ouais. Merci d'avoir répondu à cette petite interview et je lance le jingle. On se retrouve derrière. Alors Vincent et Léo, alors du coup je vais me permettre de t'appeler comme ça. Est-ce que je peux me permettre de vous demander votre âge et votre fonction dans la brasserie? Moi, j'ai 59 ans. Et moi, je m'occupe de tout ce qui est, on va dire, papier, commercial, axis et tout ça. Oui.
Mon épouse s'occupe, parce que c'est vraiment une entreprise familiale, mon épouse s'occupe aussi un peu des papiers au jour le jour, et mon fils travaille 2 jours avec mon beau-frère en production qui, lui, va décrire tout ce qu'il fait. Donc, moi, c'est plus production, livraison, embouteillage, nettoyage, tout le quotidien de la brasserie. Voilà. Alors, si je dois choisir un des deux côtés, je crois que je préfère quand même un petit peu le tien. Oui, c'est plus agréable. Oui, côté papier, c'est beaucoup moins. Sauf quand on a la machine, l'embouteilleuse qui tombe en panne. Oui, alors on dure un peu alors à ce moment-là. Je voudrais saluer Kevin Loest qui est déjà venu ici dans le dans le podcast et qui a dit qu'il n'avait pas voulu devenir brasseur parce qu'il n'avait pas envie de nettoyer. Je crois que c'est 70% de son temps. Donc je le salue. C'est vrai que c'est pas toujours non plus comique de nettoyer les 3 quarts de la journée, mais ça fait partie c'est du une travail. Nécessité. Ouais. Et c'est bien trop dangereux de ne pas être très rigoureux au niveau du nettoyage. Donc on a malheureusement des collègues qui l'ont vécu à leurs dépens. Ouais, alors là clairement, s'il y a bien un milieu où il faut faire attention, c'est bien l'hygiène en brasserie. On a régulièrement je veux dire dans les visites qu'on fait, on a régulièrement des hommes qui ont reçu un petit kit de brasseur et puis qui nous disent tiens, elle était un peu sûre, mais j'ai dit t'aimes bien de faire la vaisselle. En général ils disent non, j'ai dit change de hobby. C'est toujours un des meilleurs résultats. Donc oui, il faut tout le temps nettoyer, ça c'est clair. Ouais. C'est sûr, ouais. Nettoyer, désinfecter, ça fait partie entièrement du processus. Est-ce que vous avez été toujours dans le monde brassicole? Alors, tu en as un petit peu parlé de vraiment au tout début, mais est-ce qu'on peut revenir un peu sur ça Ben moi, pas du tout. Enfin, sauf quand j'étais étudiant, donc j'étais plutôt un grand consommateur. Ouais. Et j'ai eu le temps de consommer. Et Vincent, oui, moi j'ai travaillé quand même 10 ans chez Act, mais simplement comme technicien de débit, donc j'avais aucune notion de brassage, etc. Et puis je suis totalement autodidacte, simplement me renseigner. Alors, je n'ai fait aucune formation spécifique. C'est magnifique parce que tu es déjà sur la question suivante. Je te demandais justement si t'es le brasseur, donc je te demandais si tu étais autodidacte ou si tu étais formé. Donc du coup, oui, autodidacte. Ouais, totalement autodidacte. Beaucoup de lectures, je suppose. Beaucoup de lectures, beaucoup d'amis, et voilà. Des échanges. Des échanges avec d'autres brasseries. Voilà. Et toi, vous en avez parlé, mais je me rappelle plus des dates. Vraiment commencer à brasser, même brassage amateur, c'était plus ou moins quand? Oui, c'était au tout début que je commençais chez Primus, donc en gros c'est après une visite dans une brasserie j'ai vu des gens qui brassaient avec un petit kit devant eux. Je me suis dit si eux y arrivent, je peux y arriver. Et ouais. Voilà, on a tous commencé un petit peu comme ça, mais voilà, je suis passé de cuve de 30 litres électrique et puis j'ai fait, comme j'ai beaucoup d'amis, comme j'ai dit tout à l'heure, j'avais des amis qui travaillent dans l'inox et on a transformé simplement des fûts de bière en casserole. Ouais. Et puis j'ai passé de 30 à 50 et puis à 1000 et puis à 2500. Tout à fait, c'est la continuité. C'est ça, ouais. Voilà. Ben c'est cool. Quand est-ce que vous avez réellement créé la brasserie? Donc tu as parlé de 2013, j'avais vu 2014 sur 2014 sur le site. La constitution de la société c'était fin avril 2014. Ouais. Et le premier brassin, parce qu'on a fait beaucoup de choses nous-mêmes avec beaucoup d'amis, effectivement, le premier brassin est sorti au 1er octobre 2014. D'accord. C'était la triple fatalement, donc voilà. Et ouais. entre-temps, on a eu un petit coup de main d'un collègue. Vincent a été brassé parce qu'il faut quand même bien faire rentrer un peu des sous quand tu te lances. C'est sûr. 6 mois à faire. Donc Vincent a été brassé chez un collègue. Oui. On avait été brassé 4-5 brassins, le temps d'amorcer la pompe, et puis après on a été tout de suite autonome. Oui. On ne l'a pas encore stipulé, mais la brasserie se situe à Bénezet. Oui. C'était un choix. Vous habitiez là. Il y en a un qui habite Rethil, Fléron, et l'autre qui habite Bénezet. Donc voilà. Et c'est bien d'être proche de chez soi. Parce qu'il y a toujours quelque chose à faire et si on court un peu trop loin, c'était pas agréable. Donc, et c'est l'opportunité qui a fait aussi qu'on est là, puisqu'on a été aussi soutenu dans notre projet par une personne qui nous a permis de nous lancer, puisque Vincent était à la recherche d'un bâtiment depuis
au moins 6 mois, 6 mois, 1 an, je vais dire, on ne trouvait pas quelque chose qui était intéressant et finalement on a eu l'occasion de louer là où on est et dans quelque chose qui est moderne. Donc on a de la place, on sait travailler, on sait faire la marche en avant, donc on est bien au niveau de l'organisation oui. de par les lieux que l'on occupe. Oui, ça c'était important. C'est top. On en a déjà tout petit peu parlé, mais Sept Nitouches, le nom vient d'où? Et alors le nom de la brasserie aussi, parce que c'est pas la brasserie Sept Nitouches, ça a un autre nom. Ben, brasserie de la Croix, c'est mon beau-frère s'appelle Vincent Lacroix. Ça règle le problème. On a juste fait de la Croix en 3 mots au lieu de la Croix en 1 mot. Ouais. Donc ça s'est imposé. J'ai un nom à consonance néerlandophone, donc c'était un peu plus difficile de dire la brasserie Wegens. Ouais. Et concernant le nom Sept Nitouches, ben comme Vincent l'a dit, voilà, c'est lors d'une dégustation et d'un changement de recette où la Sept Nitouches, enfin qui n'était pas encore la Sept Nitouches, a pris tout son degré d'alcool. Qu'un de ses amis lui a dit ta Sept Nitouches, ta bière, c'est un peu comme une Sept Nitouches, on ne le dirait pas, mais elle fait tout son effet. Ouais. Et quand on a créé après il a fait des dégustations Sept Nitouches, puis on l'appelait Monsieur Sept Nitouches. Et à un moment donné, quand on a dû créer la société, la marque, elle s'est tout de suite imposée à nous. Alors pour la petite histoire, Sept Nitouches, on l'a déposé en Belgique, mais dans tous les pays francophones, il y a une marque de bière Sept Nitouches qui est déposée. Ah. Donc il y a une marque Sept Nitouches qui est déposée en Suisse, il y en a une qui est déposée au Canada, il y en avait une qui était déposée en France. On a racheté la marque en France et maintenant nous on est protégé au niveau de la communauté européenne. On n'en a pas grand chose à faire vu les volumes qu'on fait, mais bon voilà, au moins on a une marque qui est là et qui est protégée. Mais on est bien d'accord que ce dont tu viens de parler, ce n'est pas vous qui avez déposé dans ces pays-là. Non. Maintenant on a racheté là en France. Oui. Et on a déposé le nom au niveau européen. Oui. Voilà. Mais c'est typiquement francophone, puisque les Anglais quand ils arrivent, pour leur expliquer ce que c'est une Sept Nitouches, bon je leur dis c'est une femme que tu rencontres le soir et le lendemain matin tu ne sais plus comment tu t'appelles. D'accord. Donc voilà, et ils comprennent comme ça, ils comprennent un peu. Ouais, ce qui est un peu vrai pour la bière aussi, hein. Quand on a un bus, ça peut arriver aussi. Hein. Messieurs, quelle est votre capacité de brassage? Tu as parlé de l'évolution. En fait, on a eu l'opportunité de racheter l'ancienne installation de Val-Dieu, oui. Donc qui est 2500 litres. Oui. Et donc après, on n'est pas, à part racheter des cuves de fermentation, on n'est pas trop limité en volume. On a de quoi produire notre permis d'exploitation, puisque on est tous liés à un permis d'exploitation. Oui. Donc on a de quoi produire 3400, 3500 hectares, je ne sais plus quel est le. Donc on a déjà les cuves pour le faire, on a la ligne d'embouteillage pour le faire, puisqu'on s'est embouteillé par 1000 litres, donc en 1 heure. Donc là on n'a pas trop de soucis et on a toujours attaché beaucoup d'importance avec Vincent Léo à la maîtrise du process et de la qualité. Donc on est un peu équipé parfois comme des porte-avions vu les volumes qu'on fait, mais on a une très très belle maîtrise du produit et on a eu sur 10 ans de temps vraiment peut-être un ou deux problèmes avec des brassins. Ce qui est dans le monde de la brasserie n'est pas mal du tout. Oui, tout à fait. Donc, voilà. Et je sais pas si vous voulez le dire, je sais pas si ça a vraiment beaucoup d'importance, mais à quel rythme vous brassez? C'est tous les jours, c'est toutes les semaines? Non, c'est toutes les semaines. Je fais 1 ou 2 brassins par semaine, donc 20 ou 40 hectos semaine. Pour le moment, c'est voilà. Oui. Donc vous avez dit vous brassez sur l'ancien matériel de Val-Dieu. C'était impressionnant d'ailleurs quand ils ont remis. Alors ça n'a rien à voir avec vous, désolé, mais quand ils ont remis. Alors je sais pas s'ils ont sorti les cuves de la même façon, mais quand ils ont remis les fermenteurs et tout ça dans le bâtiment là, par le toit, une grue. Ils avaient du travail, oui. Oui, c'est quand même un peu rock'n'roll. Enfin voilà, ça n'avait rien à voir avec. On a sorti la salle de brassage tout juste aussi. Par la porte ou par la porte? Par la porte. Ouais. Par millimètre, mais par la porte. C'est un peu rock'n'roll là, parfois pour faire rentrer de telles cuves dans un bâtiment. Voilà. C'est difficile, ouais, c'est difficile. Mais ils n'avaient pas trop le choix, hein, donc non, ils ont quand même la chance d'avoir une bière qui peut être dite brassée dans une abbaye. Commercialement parlant, ça vaut un peu des sous, surtout sur des marchés à l'export comme la France où ils sont quand même très présents. Donc voilà. Un peu moins pour les États-Unis maintenant, parce que
Ouais, de toute façon, on a largement de quoi faire. En Belgique et dans les pays limitrophes. Nous, de manière modeste, on fait entre 600 et 900 hectos par an, donc c'est pas énorme. Ouais. Et comme je dis souvent en visite, mon premier pays à l'exportation, c'est Namur. C'est bien. Parce que, comme je dis toujours, 4 cafés dans le carré, estudiantin, ça fait 2500 hectos par an. Donc, il n'y a pas besoin de courir très loin pour faire du volume. Oui. Et comme on n'a pas des budgets marketing qui sont ceux de nos aimables collègues et néanmoins qui ne nous ressemblent même pas trop dans leur manière de faire, c'est le bouche à oreille qui fonctionne le mieux, donc c'est la proximité qui fonctionne le mieux. Donc on est resté très ancré sur la partie locale de notre clientèle et on a des clients qui parlent de nos bières. Donc quand on exporte, parce qu'on exporte un tout petit peu au Japon, c'est un Belge qui a épousé, un Belge qui a épousé une Japonaise dont le tonton est à Osaka et boum, on a exporté au Japon grâce à ça. Et même chose en Chine, oui, c'est parce qu'on avait un Belge qui était à Shanghai et qui aimait bien nos bières. Donc on fonctionne comme ça et les clients qu'on a en France, c'est la même chose aussi. Oui. Donc c'est toujours le bouche à oreille. Les gens nous aiment bien ou nous aiment pas. Ouais. Aiment bien nos bières ou ne les aiment pas, mais quand ils nous aiment bien et aiment bien nos bières, ils ont souvent envie de l'emporter avec eux dans leur voyage. Ouais, oui. Et donc tu parles France, Chine, Japon. Il y a d'autres pays comme ça où vous exportez ou non. C'est les principaux et ça représente même pas 1% de notre volume. Donc notre volume est fait à 70% dans la province de Liège, 70-75% dans la province de Liège, un petit peu dans la province de Namur, un petit peu dans le Hainaut, et puis c'est tout. Et c'est une volonté d'aller un peu plus loin ou c'est très bien comme ça C'est la volonté de faire un tout petit peu plus, de revenir un peu vers les 900 hectos qu'on faisait. Ouais. Donc ça de manière claire. Bon, le Covid a été quelque chose qu'on a pris comme tous les brasseurs un peu en pleine poire. Et il faut bien dire que pour le moment, on est toujours dans une crise économique assez forte. Bon, avec ce notre ami Donald est en train de faire, je pense que ça risque de se prolonger un tout petit peu plus tard que ce qui était prévu. Donc les gens ont un peu moins de pouvoir d'achat, donc sont un peu moins sur le segment des bières premium. Le canal du bio beaucoup de difficultés pour le moment. Donc il y a beaucoup de magasins de bio qui ferment boutique, comme on dit, dans les grossistes bio aussi. Donc donc on voit bien que les gens retournent vers la bière spéciale parce que ils en ont marre de boire d'autres produits, mais vont vers des produits qui sont un peu moins chers à l'achat qu'une bière faite par une brasserie artisanale. Mais bon, voilà, on produit par 20-25 hectos, ça n'a rien à voir avec on va prendre Timbev, ils ont 10 fois moins de coûts de production que nous, mais bon, c'est comme ça, donc on ne sait pas faire autrement. Oui, mais il y en a pour tout le monde, évidemment. C'est pas on va dire qu'on n'est pas dans le même. On n'est pas dans le même registre et pas dans la même philosophie financière. Exactement. Je ne sais pas. Est-ce qu'on ouvre une suivante, une autre bière? On va ouvrir. Qu'est-ce qu'on va ouvrir? On va ouvrir l'Ardente. Hein. Ouais. L'Ardente, ok. Ça, c'est notre bière de soif dans le créneau bio, puisque c'est une bière bio. Oui. Qu'on a lancée, on est certifié bio, je pense, depuis 2020. Moi, je pense 2020. Oui. Et on a voulu faire des bières qui étaient un peu différentes de notre gamme traditionnelle. Donc, on a fait une Ardente, on a fait une IPA, et puis on a fait une bière fruitée aussi, mais différente de notre verger, puisque c'était à base de pêche et on l'a appelé péché mignon par rapport à la Sainte-Nitouche. Oui, ok, oui. Voilà, c'était un petit jeu de mots qui ne gâche rien, comme dirait l'autre. Et alors, pour le brasseur, est-ce qu'on peut avoir son avis sur celle-ci? Comment est-ce qu'on pourrait la présenter? Donc c'est une petite bière blonde, légère, 6% d'alcool, avec un léger dry hopping en citra. Ok, oui. Voilà. Et je fais toujours des bières qui sont assez, buvables. Voilà. Alors, équilibré et longue en bouche, ça c'est vraiment la patte de Vincent. Et on s'est retrouvé, moi je m'y suis retrouvé tout de suite, donc on n'a pas eu besoin de se fâcher sur la manière de faire les bières. C'est bien, vous entendez bien, c'est déjà une très très bonne chose. 6% d'alcool, c'est ça vous avez dit? Oui. Ah ouais. Et celle-là a été créée il y a 2020. Oui. D'accord, ok. Donc ça fait déjà un certain temps qu'elle est sur le marché. Personnellement, je l'avais jamais goûté celle-ci.
Ouais, non. Celle-là, honnêtement, je ne pense pas l'avoir goûté. C'est plus... Dans la gamme traditionnelle. Ouais, je pense, même la blanche, je ne sais pas si je l'avais goûté. Mais on va en reparler un petit peu avec la gamme, juste après. Tu as évoqué ta femme, Vincent. Tu as, je pense, évoqué également ton fils. Oui. Vous êtes plus à travailler dans la brasserie ou c'est Non, Vincent, c'est son métier principal et mon épouse et moi-même avons un autre métier. Et mon fils a aussi une autre activité, il est dans l'événementiel. Donc Oui. s'est lancé dans l'événementiel, monter les scènes, faire le son, louer du matériel sono, enfin toute la panoplie que tu connais un petit peu de tes anciennes amours, si je peux dire comme ça. En effet, j'ai côtoyé et en plus, enfin, on en reparlera en off, mais j'ai eu aussi un métier pendant 13 ans qui tournait encore aussi autour voilà. de l'événementiel, donc oui, j'ai déjà côtoyé un petit peu le milieu. Donc voilà, principalement toi qui brasses le coup de main du fiston et alors les papiers un petit peu Exact. Ok. Ce que je vous propose éventuellement, c'est de faire mon petit jeu loufoque que je fais toujours plus ou moins au milieu de podcast. Alors, ça va être très fort relevé. Souvent, c'est un peu débile. Et ça va pas déroger à la règle aujourd'hui. Ça va être plus ou moins la même chose. Je l'ai appelé. Tu fais une croix sûre. Bon, lié pour faire un mauvais jeu de mots avec le nom de la brasserie. Je lance le petit jingle et on se retrouve juste derrière. Alors, tu fais une croix sûre. Alors, ça va être malheureusement un peu plus vers Léo que je vais Vincent Léo, que je vais me tourner parce que c'est un peu plus lié au brassage en règle générale. Mais voilà, si tu as envie de répondre, Vincent, n'hésite pas, saute sur l'occasion. Alors, tu fais une croix sûre, les maltes torréfiés ou les houblons fruités? Tu dégages quoi? C'est plus houblon fruité, enfin voilà. Tu élimines les houblons fruités. Non, tu gardes. Je les garde. Ouais. Donc tu fais une croix sur les maltes torréfiés. Moi aussi. Oui, d'accord. Donc plus vers le côté houblon. Moins le café, moins le chocolat et tout ça. Bon, c'est mieux un Simcoe qu'un mal trop torréfié, enfin, personnellement. Donc, Ouais, ça révèle un peu les goûts de chacun aussi. Hein. Tu fais une croix sur la fermentation haute ou la fermentation basse? Ou fermentation basse. Basse. Vous n'avez pas de bière dans la gamme sur la fermentation? Une bière légère qu'on fait uniquement en événement, mais on est en fermentation haute. Ok. T'as déjà à moitié répondu à la question, mais tu fais une croix sur ton stock de Citra ou ton stock de Simcoe? Alors je sais pas ce que vous utilisez. On utilise les deux, mais on fait pas de croix. On les garde tous les deux. Ouais. On en a besoin. Tu fais une croix sur ta toute première bière ou ta recette, la meilleure recette que tu penses à ce jour? En fait, ma première bière, c'est pas ma meilleure recette, mais c'est ma meilleure vente. Donc, ouais. Donc ma triple, c'est ce qu'on vend le plus. Et personnellement, vous, c'est vers la triple que vous retournez aussi chaque fois ou? Moi, je retourne vers la triple et on n'est pas trop amateur. Petite anecdote, on n'est pas trop amateur de concours de bière parce que la première fois qu'on a fait un concours, on avait 6 mois d'existence, on est venu nous trouver pour nous dire que nos bières étaient excellentes, mais qu'on était trop jeunes pour gagner un prix. Donc okay. Moi, j'ai décidé que j'allais arrêter de perdre mon temps avec ce genre de bêtises-là. Oui. Mais on a quand même voulu un peu voir un jour où on était et on a envoyé nos échantillons, enfin 2 échantillons de bière à l'ITQI, qui est un organisme qui fait au niveau européen, qui teste des okay. produits venant du monde entier sur base du goût, souvent avec une procédure ISO à l'aveugle. Et on a eu la chance d'avoir une étoile, c'était quand on était entre 70 et 80%, 2 étoiles entre 80 et 90, et 3 étoiles entre 90 et 100. Et on a eu pour la triple 3 étoiles avec 4 critères sur 6 à 100%. Donc quand on est sorti de là, bon, on était un peu, ça faisait plaisir du travail que Vincent Léo avait fourni. Donc voilà, on sait qu'on a un produit qui plaît. La blanche c'était la même chose aussi. Donc voilà, ça permettait de remettre les choses en place. Et depuis lors, on ne fait aucun concours.
C'est un peu particulier les concours. C'est encore un grand débat. On pourra aussi en parler après le podcast, mais ouais, quoi que les gens ont déjà plus ou moins entendu mon avis là-dessus. Mais ce qu'il y a, c'est que pour les concours, il y a rien à faire. Il faut des critères pour juger. Et parfois, quand on veut être, je trouve que il faut des critères pour juger, mais ça bride parfois la créativité parce qu'on ne rentre pas dans les critères. On peut vite se faire déclasser pour. Mais bon, voilà. C'est très souvent partisan, on va dire. Alors, moi, je dis, j'ai mon avis sur la question, mais est-ce que c'est bien ou pas? Voilà, je ne jugerai pas aujourd'hui. Alors, j'ai dit en commençant, c'était pas malin, mais tu fais une croix sur les houblons de qualité ou sur le malt de qualité? Aucun des deux. J'avais dit que c'était pas malin. J'avais commencé. Oui, c'est loufoque, donc c'est pas aucun des deux. Tu fais une croix sur ta liberté de création ou sur ton contrôle qualité millimétré? Aucun des deux. Ouais, mais faut jouer le jeu. Faut jouer le jeu. Ok, allez, on accorde les deux. Tu fais une croix sur le fait de pouvoir goûter toutes les nouveautés des confrères ou de déguster ta bière préférée de votre gamme? On fait une croix sur la bière notre bière pour pouvoir déguster celle des confrères. C'est quand même le plaisir quand on est en salon de voir les nouveautés des collègues et de pouvoir partager avec les collègues. Donc c'est un moment quand même privilégié qu'on a tous. Donc on en profite. Le partage, les amis, toujours. La petite dernière, tu fais une croix sur brasser solo ou brasser en équipe? Je fais souvent solo, donc voilà. On va rester sur le solo. Ça, c'était facile comme question. C'est facile. Ben voilà, c'est déjà fini. Hein, c'était le petit moment loufoque. Jingle et on se retrouve après. Alors, on en a déjà dégusté 2, mais je vais vous proposer éventuellement maintenant de nous présenter votre gamme en entier. Est-ce qu'on peut parler un peu des différentes bières, malgré qu'on va encore en boire une ou deux derrière, mais est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de tout ce qu'on pourrait retrouver dans votre gamme? Léo va faire ça très bien. Il boit un petit coup pour pouvoir bien parler. Donc on a la triple, c'est notre bière la plus vendue. Oui. Donc c'est une bière blonde, 9,5% d'alcool, donc avec épices traditionnelles triple. Donc après on a la blondinette qui est une bière à 6% d'alcool, donc là pas d'épices, c'est juste malt houblon, qui est une bière à 6% d'alcool blonde, on va dire que c'est notre bière de soif. Oui. Après on a la verger, donc qui est une bière pomme cassis, donc okay. C'est voilà, une fruitée, mais qui n'est pas non plus trop sucrée. Donc voilà. Après, on a la blanche, qui est presque une blanche à IPA. Donc, tu parlais de Citra Simcoe. Oui. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Donc, c'est une bière blanche qui est avec un dry hopping assez important. Oui. Donc, qui n'a rien à voir avec les bières blanches, on va dire, industrielles. Il n'y a pas besoin de mettre du citron dedans. Voilà. On a le goût en bouche. Ok, oui. Voilà. Après, on a fait notre brune, donc la brunette qui est en fait notre première Noël, parce qu'elle a tellement plu que, voilà, donc c'est une bière à 8% d'alcool, bien torréfiée, bien café, voilà. Et puis alors après, on a sorti notre gamme bio, donc on a sorti donc l'ardente, celle qu'on est en train de boire, donc une bière blonde qui est un petit peu comme notre blondinette, mais avec un petit dry hopping en citra. Ok. Donc qui est léger, voilà, c'est une bière où on peut en boire plusieurs, parce que souvent dans les dry hopping et dans les bières un petit peu houblonnées, voilà, on est vite saturé. Alors puis après on a sorti la IPA qui est aussi avec des houblons un peu spécifiques et qui n'est pas non plus, c'est une IPA où on peut en boire plusieurs aussi. On peut évoquer les houblons ou tu préfères garder ça secret? Sabro. Ok. Un petit sabro gentil, ouais. qui a un petit côté sucré, voilà. Et puis alors après, on a sorti la pêche, donc Péché Mignon, qui est une bière blonde avec un arôme de pêche, mais là elle est à 0 sucre. Donc oui. C'est un petit peu surprenant quand on dit une pêche pêché. C'est une bière avec un arrière-goût pêche. Voilà.
et pas un jus de C'est pas fruits. du tout un jus de voilà. fruits ou un camouflage de bière sûre avec un arôme. Pardon, je rigole bêtement. Oui, mais Je vois de quoi tu Ouais, tu vois de quoi on parle. Ouais, je n'ai pas donné de nom. Alors, dans la gamme, il y a encore deux bières. Il y a une bière qu'on a chaque année, qui est la bière de Noël, Oui. qui depuis 3 ans elle reste dans une recette inchangée parce que les gens l'aiment bien aussi. Là, on a travaillé avec l'artisan du café à Verlaine, donc on a rajouté du café dans une bière brune, Ok. et donc on arrive à avoir une rondeur un peu de ce goût café qui est intéressant. Bien sûr, il faut aimer le café, hein, donc si on n'aime pas le café, mais c'est tout à fait intéressant à voir. Et on a une petite Saint-Patrick qu'on nous a demandé de développer pour un café du Carré à l'époque, et qui est simplement notre blondinette avec un colorant vert, mais les gens, quand ils la goûtent, jurent que ce n'est pas une blondinette. D'accord, ok. Mais elle est verte, donc Ouais. ça nous arrive parfois, une fois par an, il y a toujours bien qui a offert ça à son beau-frère qui me téléphone pour me dire la bière est pourrie, mais non, il y a un colorant vert dedans. Tu peux la boire. Si elle est pourrie, à mon avis, elle devient pas verte, mais enfin, soit. Ouais, c'est comique parce que du coup, tu sais que une fois par an, tu vas peut-être avoir. On la vend toute l'année parce que les gens aiment bien. C'est très, c'est très. On est en passe de l'exporter un peu plus au Japon aussi. C'est amusant, c'est fun et c'est amusant. Ouais. Voilà. Ouais, et surtout, je suis quand même étonné que ça part à d'autres dates qu'aux alentours du mois de mars. Ouais. Ben, Non, c'est pas notre plus grosse vente, hein, donc non. ça reste un petit produit, mais un petit produit sympa qui plaît aux gens. Ouais. J'avais noté aussi, alors je sais pas si elle est toujours faite ou pas, Riboise, je ne sais pas. Oui. On l'a fait toujours, mais ça c'est un produit qu'on a développé spécifiquement de nouveau pour un Belge qui était parti en France, Ok. qui habitait dans la région de Ribes, dans le 07, et qui nous a demandé de faire une bière avec les ingrédients un peu plus typiques de ce côté-là. Donc on a mis un arôme châtaigne avec du miel. Ok. Donc ça c'est les deux caractéristiques. Maintenant on en a vendu un petit peu en Belgique parce que avec le Covid la personne s'est retrouvée du jour au lendemain à ne plus savoir les écouler puisqu'il faisait les marchés en France. Donc on a vendu un petit peu, mais ça reste aussi assez confidentiel chez nous cette bière là. Ouais. C'est pas trop nos goûts ici en région liégeoise. On est plus sur des bières un peu plus avec un peu plus de corps, si je peux dire comme ça. Ouais, d'accord, ok. Est-ce que on vient de parler de votre gamme. Est-ce que vous avez l'intention, peut-être un jour, vous l'avez peut-être déjà fait, je ne sais pas, d'avoir une gamme éphémère ou des one shot, comme on dit en bon français. Ça vous est déjà passé par la tête ou ça vous intéresse pas spécialement? Ça peut se faire. Ça pourrait éventuellement. On n'a jamais trop regardé. On a l'avantage, même si bon, pour le moment, comme toutes les brasseries, on a un peu plus de mal. Hein, ça, c'est pas. Il faut être tout à fait clair avec les gens. Mais on a toujours essayé d'être maître chez nous et de ne pas devoir aller dans des directions qu'on n'apprécie pas. Donc on n'est pas en train de faire des bières avec, je sais pas moi, avec de med, qu'est-ce qu'on pourrait inventer, moi, de la chic rouge ou des choses comme ça. Donc on ne s'est jamais senti ni eu la pression de faire des choses pour dire d'avoir une nouveauté à présenter. Mm-hmm. Ouais. On s'est juste fait plaisir puisqu'on a aussi une activité de petits distillateurs, donc on a un petit alambic, donc on va en parler aussi. On fait des petites choses sympas et qui nous plaisent bien à nous aussi. Donc on fait des choses par plaisir. Voilà. Ouais. Donc dans ce sens-là, oui, si demain on a envie, si Vincent a envie de faire une bière éphémère, on fera une bière éphémère. Et puis on verra. On en a fait une petite quand même éphémère là. La Gingerwood, là, on a fait une bière qu'on a barriquée. Voilà. On avait envie d'essayer une fois, on l'a fait une fois, et puis on verra bien. Ouais. Vous avez fait le choix de la bouteille. Est-ce que vous souhaitez rester toujours en bouteille ou est-ce que vous avez déjà évoqué, alors tout en sachant évidemment qu'il y a un coût financier derrière, qu'on soit bien d'accord, mais est-ce que ça vous est déjà passé par la tête d'aller vers la canette ou vous votre philosophie, je vais y arriver, pardon, c'est de rester sur la bouteille?
Je réponds, tu réponds. Vas-y, comment? Je pense qu'on a le même avis. Clairement, la canette s'impose pour les brasseries qui veulent exporter dans certains pays. Ça, c'est clair. Donc, si on garde justement le support qu'on doit avoir, dans beaucoup de pays, on va prendre les États-Unis, le Canada et puis d'autres, on est clairement sur la canette. On a aussi un phénomène où les jeunes sont sur la canette. Donc le mode de consommation de beaucoup de boissons alcoolisées maintenant chez les jeunes est la canette. Donc oui, on y a déjà pensé. Maintenant, on n'a jamais vraiment senti le besoin de devoir le faire pour franchir un pas au niveau de la brasserie. Donc, mais on s'est déjà renseigné, on sait déjà bien où mettre la machine si on en avait une. Donc, mais on n'a jamais franchi le pas à l'heure actuelle. Donc voilà. Vous l'avez dit tantôt, mais vous avez assez de place. On peut la mettre sans problème. Il faudra juste qu'on pousse un peu une cloison, mais c'est une cloison qui délimite le haut où l'on est en deux. Donc elle est facilement démontable. Donc oui, il faudrait qu'on la recule de 5 mètres. À peu près de 5 mètres pour pouvoir mettre la machine. Donc, alors je suppose que vous en êtes conscient, mais c'est quand même un luxe de pouvoir avoir de la place dans une brasserie, parce que souvent ils sont encaqués un sur l'autre par manque de place. C'est un luxe. Ouais. C'est un luxe, mais on a bien étudié le layout de la brasserie pour justement perdre le moins de place et rendre les choses le plus fonctionnel possible. Donc, surtout quand la chambre chaude n'est pas à côté de la salle de brassage, par exemple. surtout quand on brasse tout seul, il vaut mieux que ce soit optimisé. En plus. Ouais. Messieurs, est-ce qu'on goûte une autre bière? On va encore en boire une petite. Une petite blanche, non? Une blanche pour. Ok, avec plaisir. Gentiment. Avec plaisir. On terminera par l'IPA si le podcast dure encore un peu. Il y a encore 2-3 questions, donc je pense qu'il y aura moyen de caser ça, et même si c'est sur la fait. On t'a laissé quelques munitions pour te remémorer le podcast. Ça va. Et pouvoir l'oublier si tu en bats trop. Alors, je veux pas faire le malin, parce que toujours c'est comme ça qu'on se trébuche et qu'on fait des bêtises. Mais il en faut quand même déjà 2-3 avant que ça ne me fasse tomber. Ah ouais. C'est vrai qu'on n'a pas pris les alcools. Hop là. Merci beaucoup. Donc là, cette nitrouche blanche qui a une étiquette blanche qui est plus malais, évidemment, pour retenir la chose, c'est plus simple. Alors, celle-ci a une turbidité quand même un peu plus marquée. On le voit tout de suite. Ouais, bah oui. Il y a un peu plus de matière en suspension. Je sais pas si vous voulez dire quelque chose. Je t'ai peut-être coupé, je ne sais pas. Non. Voilà. Mousse bière blanche, belle couleur. Enfin, voilà, très chouette. Vous parlez sur votre site internet, si je ne m'abuse, de bière à façon. Vous brassez pour d'autres personnes, c'est déjà arrivé, je ne sais pas. On a bon. Oui, vas-y. On ne fait pas tellement de bière à façon pour d'autres brasseries, on fait des bières à façon pour des associations. Ok, donc, oui. Pompiers de Liège, oui. Des musées, des choses comme ça, mais on ne fait pas beaucoup de bières pour d'autres brasseries. Ok. On a quand même aidé quelques brasseurs qui étaient dans la difficulté, des gens qui étaient en 200 litres et qui avaient une fête de village. Nos amis de Bléin à l'époque, là, quand il y a eu son accident, quand notre ami a eu son petit accident, donc on a aidé, puis il y en a certains qui ont commencé à brasser chez nous avant de s'installer. Oui, évidemment. Donc voilà, mais on n'a pas été sur ce créneau-là, parce qu'au tout début, moi je me souviens, on a été quand même contacté quelques fois. Et quand on disait on voulait mettre le nom de notre brasserie par transparence sur l'étiquette, en général les gens partaient. Alors ça, vaste sujet. Mais en fait, les gens qui m'écoutent régulièrement le savent. On a fait plusieurs épisodes. On a fait aussi des épisodes monter sa brasserie et tout ça. Je trouve que c'est quand même la moite des choses, mais je pense aussi que pour certains, ça ne les arrange pas du tout d'avoir le nom de la brasserie. Et pourtant, on a déjà fait des salons de la bière. On se souvient d'un salon, je crois que c'était à Nu. En 2017, là, on a fait un salon de la bière, là, et sur les 22 brasseries présentes, on était 5 vrais brasseurs.
de A à Z, si je peux dire comme ça. Après, moi, j'ai pas de problème avec ça. Tant qu'il y a de l'activité économique, je suis le premier à soutenir tout. Et on en a bien besoin, Wallonie, d'avoir beaucoup d'activité économique. La seule chose, c'est qu'il faut être clairement transparent vis-à-vis du consommateur et que ça, c'est tout aussi important aussi. Donc voilà. Oui, et alors, je suis d'accord avec ça. Il faut être clair avec le consommateur. Ça, c'est la première chose que je pense vraiment. Il y a une autre chose qui me fait peut-être peur et j'ai probablement un peu changé d'avis par rapport à ce sujet-là, mais c'est surtout que à favoriser ce genre de modèle économique, à un moment donné, il va rester beaucoup des gros et puis des marques qui ne brassent pas eux-mêmes. Et les petits vont de moins en moins avoir facile de s'en sortir. Ah mais c'est clair, le problème majeur de notre milieu, mais c'est pas que dans cette industrie-là. Moi, j'ai travaillé dans la viande et je travaille encore dans la viande actuellement. C'est que tout le monde s'équipe comme des porte-avions. Donc on a des installations de notre ligne d'embouteillage, elle tourne 1 jour par semaine. Et c'est pareil partout. Mm-hmm. Mais on n'est pas assez malin pour s'associer, pour acheter ensemble, pour mutualiser les outils de production ensemble. Et ça, c'est un peu l'idée qu'on avait quand on a refait nos nouveaux investissements là en 2022, c'est de pouvoir ouvrir un peu le jeu et peut-être même de créer deux sociétés, une société, je vais dire, location de l'outil et une société commerciale qui continuera à commercialiser la Sainte-Nitouche, mais ça ne fonctionne pas. Et quand on regarde un peu de manière financière les bilans de nos collègues, on est tous un peu dans l'orange. Et il y en a malheureusement qui ont dû fermer boutique. La dernière en date, c'était Léopold VII. On a eu notre Légia. Ça fait pas plaisir du tout quand on voit des collègues comme ça disparaître, parce que derrière ça, c'est de nouveau des familles, des emplois, et ça se fait toujours au détriment, je vais dire, des petits, et c'est les gros qui en profitent. Maintenant, on est dans un secteur où il est très très difficile de se faire une place, parce que la distribution est complètement verrouillée par les grosses brasseries, on va pas les citer, et donc à la fois chez les dépositaires comme dans la grande distribution, il est très très difficile de se faire une place et de maintenir sa place. On est dans l'argent roi. Je vais dire, les grosses brasseries dégagent des sommes phénoménales, donc peuvent racheter des mètres de linéaire de la grande distribution et donner des primes aux dépositaires sur l'hectolitrage. Donc, on est un peu coincé parce que on est tous avec des gens qui veulent avoir accès à nos produits, mais qui n'ont pas nécessairement l'occasion et le temps de dire je vais passer à la brasserie X pour aller acheter ces bières. Donc voilà. Donc c'est un vrai problème. Notre vrai problème à nous, c'est pas l'outil de production, c'est pas la qualité des produits, les petits brasseurs, c'est vraiment la distribution. Et si je peux me permettre de revenir sur le fait de s'associer entre guillemets, je pense que, alors je me trompe peut-être, mais je pense que c'est quelque chose qui se fait beaucoup plus, et pas spécialement dans le monde de la brasserie, mais qui se fait beaucoup plus dans le nord de notre pays, chez les Flamands. Ils s'entraident plus entre commerçants, parce que ici on a toujours l'impression, de nouveau c'est que mon avis, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais toujours l'impression que c'est pas des ennemis, mais on se bagarre toujours alors qu'on serait plus fort en s'entraidant. Pour une fois, je suis pas d'accord avec toi. Il y a pas de souci avec ça. Mais... Je suis pas d'accord avec toi. C'est vraiment, moi qui côtoyais beaucoup de milieux, c'est vraiment un milieu où il y a pas de concurrence. Donc moi je dis toujours aux gens, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de jalousie avec les autres brasseurs. On ne vend pas des pralines. Tu vois une boîte de pralines, tu vas au kilo, c'est chez Darcy, c'est chez Galère, mais tu n'as qu'un kilo de praline. Dans le frigo de bière, tu as toujours ta bière ou tes 2 bières préférées, les bières que tes potes t'ont amenées pour goûter, et tu fais une tournante aussi avec ce que tu découvres. Donc on n'a pas de concurrence et on a beaucoup d'entraide. Donc nous on a aidé certaines brasseries, on aide toujours certaines brasseries parce qu'on achète en plus gros volume qu'eux, donc on leur vend des maltes, on leur vend des bouteilles. On se fait aider aussi par des grands frères aussi quand on est dans le besoin. Donc il y a vraiment un partage sur les foires. Il y en a qui a un problème avec sa pompe, Vincent qui s'y connaît bien va réparer la pompe. Et il n'y a pas du tout de jalousie. Et par rapport au nord du pays, c'est exactement la même chose. Moi qui les côtoie de près, si je peux dire comme ça, ils sont pas nécessairement beaucoup plus pour l'entraide.
La seule chose qu'ils ont, c'est qu'ils raisonnent plus en termes de financiers. Donc ils arrivent plus à s'associer quand il y a vraiment une économie à faire. Oui, là ils ont plus l'intelligence financière que nous. Mais c'est ça que je parle parce que bloqués. Ouais. Ouais, c'est de ça que je parle parce que honnêtement le partage même de connaissances et tout ça, moi j'ai eu la chance d'avoir ici dans le podcast pour ne pas encore les citer, mais la Cahute, j'ai eu Brasserie de Verviers, ils sont venus ici partager leurs expériences. Donc je pense que ça se fait même extérieur au monde brassicole, mais là typiquement pour les brasseurs entre eux, je pense qu'il y a de l'entraide. Maintenant, c'est plus le côté, comme tu le dis, business. J'ai l'impression maintenant. Je suis d'accord avec toi quand tu dis ça. Oui, on n'est pas capable de penser 1 + 1 = 3 et on va avoir 0,5 en plus chacun. C'est un peu notre problème. Mais voilà. Pas spécialement que de la brasserie. Ça vraiment en règle générale. Global, ouais. C'est global. Voilà. Mais c'est un peu dommage pour revenir sur le brassage pour d'autres que il n'y ait pas une loi qui impose le fait de pouvoir mettre le. À l'époque, moi je me souviens bien une fois, c'était en 2018 ou 19. Je vois, pour C'est bon, c'est moi long, je vois la télévision en plein milieu du journal parler, un gars qui dit ma bière que je brasse. Bon, il brassait pas du tout, le gars en question. Il m'a pris une zine, donc j'ai écrit au ministre directement. J'ai une réponse. C'est bien. Je suis convoqué à la PACOE. J'y vais avec Jean, mon ami de la brasserie, enfin mon ami, une bonne connaissance de la brasserie de Malone. Donc on va tous les deux comme des poros là, où devait y avoir le chef de cabinet. Enfin, il devait y avoir que des chefs de cabinet, donc on devait être une bonne dizaine autour de la table. On s'est retrouvé avec le responsable de la PACOE, Jean, moi, et un journaliste qui était là par hasard. Donc, et notre volonté à ce moment-là, c'était de dire, mais faites un peu ainsi, là, parce qu'ils ont fait Beer of Wallonia comme logo, mais de faire quelque chose qu'on peut mettre sur les bouteilles et qui ferait en sorte que le consommateur reconnaisse que c'est fait de A à Z dans une brasserie. Mais bon, voilà. Donc on a abandonné parce que bon, aucun espoir de voir la politique prendre des décisions concrètes rapidement. Oui, alors après, est-ce que ça profite à certains que ça n'arrange pas Le gros problème, c'est que les grosses brasseries travaillent les unes pour les autres. Donc, on va pas mettre sur une bouteille d'une grosse brasserie fait chez le concurrent, quoi. Ah ouais. Et donc, parce que point de vue, si je reprends point de vue matériel et conception de la brasserie, il y a certaines conceptions ou filtres ou choses qui sont faites pour faire certaines bières, par exemple la blanche, et toutes les brasseries, la brasserie va faire toutes les blanches pour même ses concurrents, quoi. Voilà. Et donc ils cherchent tous des volumes, donc ouais. Donc même les grosses brasseries travaillent les unes avec les autres, donc ça on ne s'en rend pas compte. Ça va pas intéresser certains. Et donc voilà, donc c'est plus là que ça bloque. Après, moi, je pense peut-être beaucoup trop petit. Je n'en sais rien. J'ai peut-être une vision utopique de la chose. Je ne sais pas, mais voilà. Ouais. Pour moi, il faut faire la différence entre les brasseurs et les dépositaires. Pour moi, quelqu'un qui revend une bière, c'est un dépositaire, ni plus ni moins. Oui. Malheureusement, je crois que ça va pas changer demain. Mais si, ça va changer parce que il y a eu des vagues. Il y a déjà eu des vagues de brasseries qui se sont créées, pas aussi fort que ce qu'on a connu depuis les années 2010. Mais on voit quand même qu'il y a beaucoup de bières qui disparaissent, de bières entre guillemets dites d'étiquette qui commencent à disparaître, et malheureusement aussi des confrères qui disparaissent, que ce soit en France, que ce soit nous on essaye de revendre notre salle de brassage à petit prix depuis Mathusalem, depuis 2022. Il y a personne qui est amateur et on voit du matériel partout, donc on voit que c'est vraiment, on est en train de faire machine arrière. Maintenant, d'un côté, c'est un peu logique parce qu'on a profité du bon temps économique qui régnait partout en Europe. On s'est pas trop soucié des volumes à faire par rapport aux investissements qui étaient faits toujours, puisque ça tournait. Et puis, on s'est retrouvé avec -20, -30 avec le Covid et avec la crise économique avec -20, -30. Donc, ça fait vite mal au niveau de la rentabilité de la société. Ouais, ça pique un peu.
On a beaucoup parlé bière, mais moi je voudrais bien qu'on parle un petit peu de distillerie, parce que vous proposez des alcools. On peut parler un peu de cette branche-là de votre commerce? C'est un projet qui a été lancé par un ami qui fréquente la brasserie tous les vendredis. Enfin, qui fréquentait la brasserie tous les vendredis. Maintenant, je pense qu'il a une carte rouge de son épouse. Je ne sais pas, on le voit moins. Parce que le vendredi, on est ouvert de 5h à 8h du soir. Et donc, on a tous les gens du coin, les hommes de métier du coin qui viennent boire leur petite bière avant de retourner chez eux. Et un jour, il nous dit, tiens, est-ce que tu peux me vendre un fût de triple? Je dis, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? T'as un anniversaire ou quoi? Non, je vais distiller. Ah, ok. Je dis, écoute, je te le donne, mais tu vas me faire goûter les produits. Hein? J'ai pas dit qui c'était. Hein. Ouais, ça va. Je ne dirai pas qui c'est. Et on a goûté, puis il avait envie de faire ça à plus grande échelle, donc on a investi dans un petit alambic. Il fait 180 litres, hein, donc c'est pas on va dire rentable, mais en tout cas ça nous aide à nous faire plaisir, et on a commencé à distiller. Et nous, la caractéristique, c'est qu'on ne part pas d'alcool pur, donc on part d'une bière fatalement qu'on va chercher le plus possible d'alcool, et on va la distiller quand elle a fini de fermenter. Donc c'est pas du tout, et on a quand même des caractéristiques qu'on pense grâce à ça qui sont assez intéressantes au niveau des alcools. Donc on a des alcools qui n'arrachent pas trop le fond du gosier, donc qui passent très bien. Donc, qui ne sont pas dérangeants au niveau, et donc on se fait plaisir. Et quand on doit apporter un côté végétal, on n'oublie pas que nous sommes brasseurs, donc on met des houblons, des houblons, et quand on fait d'autres choses, on utilise, d'autres produits. Et on a été jusqu'au bout de notre délire, parce que là on est vraiment dans un délire. On fait chaque année, d'ailleurs il faudrait qu'on commence à produire cette année-ci, mais chaque année on fait 2 fûts de 200 litres de whisky. Ok. Donc voilà. Donc, ce qui nous a aussi occasionné un peu de paperasse administrative, puisque en Belgique, il faut avoir une autorisation pour faire de la bière, une autorisation pour faire de l'alcool et une autorisation pour avoir un magasin de vieillissement. D'accord. Donc voilà, nous avons 3 autorisations des Axis. Mais bon, les fonctionnaires sont très sympathiques. On a les réponses très vite. Donc ça, c'est une vraie... Allez, c'est un ministère qui fonctionne bien, en tout cas au niveau des brasseries. Ça, c'est bien. Ouais. On peut éventuellement parler de 2-3 produits que vous faites. T'as parlé du whisky. On fait chaque fois des brasseries spécifiques pour produire l'alcool. Et donc là, on a fait un gin. Donc la première année, on a fait un gin un peu normal. L'année suivante, on a fait le mandat gin, donc mandarine. Donc on a zesté vraiment des vraies mandarines bio. On a fait macérer. Donc on fait vraiment les choses comme nous on aime. Oui. Donc mandat gin, c'est vraiment en mandarine, et ça a été distillé avec de la mandarine et macéré avec de la mandarine. Donc ça c'est le dernier gin qu'on a fait. Et puis alors après, on a commencé à faire des whisky. Donc on part. Je sais que les amateurs de whisky ne vont pas être d'accord, mais c'est une bière, c'est un mou, sans épices, sans houblon, donc juste malt. Donc encore une spécificité, c'est qu'on a fait whisky tourbé aussi. Oui. Donc via nos fournisseurs de malt, on arrive à trouver des maltes, des vrais maltes écossais. D'accord. Donc on a fait venir une palette. Et donc je distille mon malt tourbé. Je fais le mou en tourbé. Je prends une levure spécifique pour faire pour la fermentation. Et donc, justement, une caractéristique qu'on fait, c'est que on va jusqu'au bout de la fermentation. Donc, comme moi, j'ai la maîtrise de la production de bière, donc faut savoir que les whiskies écossais, ils fermentent 3-4 jours, et dès qu'ils ont un petit peu d'alcool, ils distillent, parce qu'ils ont des grosses capacités. Moi, je fais vraiment jusqu'au bout de la fermentation. On arrive à combien de degrés, plus ou moins comme ça? Je suis à 25, 26. Quand même, ouais. 26 plateaux, donc je suis à 12, 15 degrés. Ah oui. Ouais. 12, donc voilà, donc j'arrive à fermenter jusqu'au bout, et puis alors après je distille ce mou. Donc distiller en tourbé, c'est très spécifique, parce que ça sort dans toute la brasserie déjà quand ça fermente, et quand je distille. Voilà. Alors je dois bien t'avouer, si je peux me permettre que c'est agréable
à petite dose. Mais moi, personnellement, je le sens très très vite. Je trouve ça vite écœurant. Mais ça n'engage que moi et ma vision de la chose. Et mes goûts, surtout. C'est vrai que si tu mets ton nez au-dessus, je suis d'accord avec toi. Donc là, pour la petite histoire, la première fois que j'ai distillé mon whisky, donc j'habite à Benne, à quelques minutes de la brasserie. Quand je distille, donc il faut savoir qu'une passe, ça dure 4 heures. Donc j'essaye de faire plusieurs passes sur la journée. Je commence tôt, je finis tard. Enfin, oui. voilà, donc il était plus ou moins minuit quand je quitte la brasserie. Je prends la grande route, pour les gens qui connaissent Benne, voilà, la nationale 3. Sur quoi est-ce que je tombe, nos amis policiers? Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Bonjour, est-ce que vous allez bien, monsieur? Non, mais vous n'allez pas me croire, je sens l'alcool. Comment ça, monsieur? Je dis, je viens de distiller, donc mon avis, je dois sentir l'alcool. Effectivement, monsieur, vous sentez l'alcool. Je dis, c'est bien, mais je n'ai pas bu, on peut souffler dans le ballon, ou bien alors on va visiter la distillerie. On va aller voir la distillerie, monsieur. C'est vrai, ils sont venus? Donc ils sont passés, on a regardé la distillerie, le lambic était toujours chaud. Je dis voilà, j'ai bien distillé. Oui monsieur, bon, on vous connaît. C'était les policiers de la région, on va dire. Et donc je suis repassé tout gentiment, mais effectivement, quand on distille, c'est assez. Ça reste dans les habits. Oui. Ça reste dans les habits. Mais bon, voilà. Ça sent un peu. Ça sent. Est-ce que vous avez d'autres je vois le Saint-Esprit, ça c'est Donc, c'est notre alcool, donc là j'ai distillé de la triple. Oui. Et on rajoute du houblon à la distillation, donc dans le pot de fermentation, enfin dans le pot de distillation, et donc ça donne un côté très très herbacé oui. au produit. Oui. Vous évoquez aussi du péquet, je ne sais pas. Oui. Ouais. Donc là, on fait un petit peu un péquet pomme cannelle pour le moment. Oui. Et on va sortir une gamme de péquets aromatisés. Ok. Mais toujours dans la gamme, un petit peu plus alcoolisé que les péquets industriels. Oui. Et plus goûtus. Ouais. Et alors, un esprit de cassis. C'est encore une, c'est notre fameux Riboise, là, Riboise, Ouais. qui nous a qui faisait les marchés et qui nous a dit j'ai des kilos de cassis, est-ce que tu ne saurais pas faire quelque chose? J'ai dit vas-y, remonte-les. Et donc on a fait un alcool de cassis. On va s'arranger. Est-ce qu'on goûte la petite dernière, en tout cas pour le podcast. Oui, avec plaisir. Je te laisse choisir ce que tu veux boire. IPA, donc si vous êtes devant un étalage, l'IPA et l'étiquette bleue, de toute façon c'est noté dessus, il y a IPA dessus. Merci beaucoup. Alors je l'ai pas fait depuis le début, mais je vais quand même faire un tout petit peu devant le micro. Hein. Alors ce sera peut-être pas le meilleur des services, mais on a eu le bruit T'as le bruit et la mousse, donc ça va aller. dans l'oreille. Alors, celle-ci, tu nous as parlé des houblons, du houblon, Sabro. Sabro. Ok. Il n'y a pas que du Sabro, mais entre autres. Alors, tu l'as à mon sens bien équilibré parce que le Sabro, on a vite la noix de coco. On a vite la noix de coco et ici je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas au nez, donc. Quand on a commencé, c'était déjà la mode des IPA, ça avait duré quelques années, 2014-2015. Et on n'aimait pas ce qu'on goûtait parce que moi, souvent ce que je reproche aux IPA, c'est qu'on est dans la course à l'amertume et qu'on oublie, je veux dire, ce que tu dis, l'équilibre. Comme je dis souvent, quand on mange un steak au piment, on ne peut pas avoir que le goût du piment en bouche. Mm-hmm. Et c'est la même chose avec les IPA. Donc il y a souvent des déséquilibres. Et nous, on s'y est mis tard puisque c'est dans notre gamme bio en 2020 qu'on a commencé l'IPA. Donc on a mûri le projet. Oui, mais c'est vrai que elle est plus équilibrée. Alors ces derniers temps, en plus dans le podcast, je ne sais pas comment ça sortira. D'ailleurs, on en parlera en off parce que je ne sais pas exactement quand on va fixer la date. Mais c'est vrai que j'ai bu des bières ultra houblonnées. Celle-ci est quand même plus délicate en termes de houblon parce que les derniers trucs que j'ai bu, c'était un peu rock'n'roll. Mais voilà, on a quand même le côté maltais aussi sur cette bière-ci Ouais. que d'autres que j'ai goûté précédemment.
n'était pas du tout sur le sur le côté maltais. Voilà, quand je parle de catégorie de bière, souvent on parle de bière geek. Et voilà, nous on fait des bières que le consommateur aime bien et retrouve. Et donc voilà. On garde nos racines. Ouais. Ça c'est important. Vous avez déjà mesuré les BE sur celle-ci ou vous n'avez pas d'idée sur ce? Si on l'a mesuré, mais alors te dire combien on a, je ne sais même pas. Ouais. Le brasseur est mauvais, et le commercial aussi sur ce coup-là. Mais non, mais c'est pas grave, c'est parce que justement comme c'est enfin voilà, on n'est pas ultra intense, mais on l'a quand même. Elle reste en bouche, donc. Voilà, je posais la question au cas où, mais. Sans dire de conneries, je me demande si on n'était pas à 68 ou un machin comme ça. 68, on est déjà bien, alors. Ouais, mais c'est la même chose un peu comme la triple. L'équilibre fait que tu masques. D'accord. Ouais. Tu as vraiment le côté amertume qui vient en deuxième. Tu l'as un petit peu au début, et puis tu l'as en deuxième, et ça te revient en bouche. Ouais. C'est ça qui, je trouve, agréable dans une bière IPA, c'est de ne pas avoir directement cette agression qui t'empêche de goûter cet équilibre. Donc ouais. Voilà. Mais ça, c'est le magicien brasseur, mon beau-frère, qui a fait ça. Et alors, un petit truc, j'ai oublié de le dire, enfin, on a parlé d'autre chose et je vous ai pas interrompu, mais en goûtant la blanche, j'ai trouvé qu'elle était plus saturée en gaz, elle était plus pétillante, je trouve. Celle-ci, elle est chouïa moins. Pour la blanche, c'était très frais. Ici, ça convient très bien. Elle est très bien. Mais voilà, j'avais oublié de le stipuler quand on a dégusté la blanche. Je la trouvais vive en bouche. C'était vraiment chouette. Messieurs, je reviens à mon conducteur. Vous avez également un webshop sur votre site internet. Où on peut retrouver vos produits et les alcools dont on vient de parler. C'était nécessaire pour vous de faire un webshop on s'est retrouvé, donc il n'est pas vieux le webshop, il a été fait pendant la crise du Covid. Parce qu'à un moment donné, on s'est retrouvé, comme tous les autres brasseurs, complètement coupés du monde. Hein, oui. C'était le cas de le dire. Et donc, on s'est retrouvé avec de la grande distribution qui ne commandait plus parce que ils avaient 30-40% de camions en plus, donc ils avaient plus le temps de faire les commandes aux petits brasseurs, ce qui est tout à fait logique. Donc, je me souviens d'ailleurs d'une journée où d'une semaine où on avait vendu 12 cartons et on était tout content d'avoir vendu 12 cartons. Donc, on s'est dit, on va quand même se donner les moyens d'aller un peu partout. Et donc, on est sur beaucoup de créneaux et donc on a fait un e-shop. Maintenant, notre politique au niveau de l'e-shop, c'est vraiment de mettre nos produits en valeur, mais on a voulu et on a mis un point d'honneur à ce que les prix ne soient pas moins chers que ce que le consommateur peut retrouver en magasin. Oui. Donc on respecte nos clients. Les prix sont en général légèrement supérieurs à ce qu'on pourrait trouver en grande distribution et c'est voulu. Donc c'est pas un outil, où on a des commandes toutes les semaines. On a peut-être 2 ou 3 commandes par mois. Donc c'est vraiment, c'est une vitrine de ce qu'on a. Oui. C'est pas une vitrine commerciale, voilà. D'accord, ok. Mais c'est quand même intéressant, moi je trouve, d'avoir ça. Alors que ça ait un impact fort ou pas, mais je trouve que pouvoir commander, c'est à mon sens au jour d'aujourd'hui, ça se dit pas, mais je trouve important. Mais c'est pas encore quelque chose qui est dans les mœurs. Et alors, petit problème, c'est qu'avec les basketteurs nationaux qu'on a au niveau des sociétés de livraison, on a quand même beaucoup de dégâts. Donc, pardon, je m'attendais pas à ce que tu... Donc on a des sociétés où on se retrouvait pratiquement avec une casse sur 2, voire une casse sur une, mais quand on les voit travailler, certaines sociétés, ça te lance le colis plus vite que dans la camionnette, et puis ça te le lance aussi pour te le livrer. Donc quand c'est des bouteilles, ça fait vite mal. Alors donc, de nouveau... Voilà. Pardon, mais ça n'a rien à voir avec votre brasserie, mais c'est parce que je rebondis sur ce que tu dis. Un jour, on m'a envoyé une commande de bière où la personne m'avait envoyé les bières dans de la frigolite, du polystyrène, mais tout en billes. Donc tout était. Et donc quand j'ai ouvert et j'ai tiré la première bière du Toy, en plus avec l'électricité statique, je sais pas très bien quoi, mais ça collait à. Ouais. Il y en avait
partout. Donc, s'il vous plaît, choisissez bien. Non, c'est un problème. Donc on ne le pousse pas. Une des raisons pour lesquelles on ne pousse pas trop, parce qu'on pourrait faire des promotions, etc. C'est vraiment le côté logistique. Et donc on a des gens, et ça je les ai pas pris dedans dans ce qu'on fait, mais il y a des gens surtout du coin qui viennent qui commandent et qui viennent enlever à la brasserie. D'accord, oui. Ouais. C'est plus simple. C'est plus pratique. On parle de venir à la brasserie, c'est très bien, ça engage directement la question suivante. Pour les personnes qui seraient intéressées, est-ce qu'on peut visiter votre brasserie? Oui, on peut visiter notre brasserie. Alors souvent les visites sont toujours sur rendez-vous. Elles sont en général calées le vendredi à 18h ou le samedi à 10h, puisque c'est les 2 jours où on est. Le vendredi, c'est un peu le jour où on est tous à la brasserie, et le samedi, c'est le jour où on se parle avec Vincent. Donc on en profite pour mettre un peu les choses au point et faire des visites. Donc on organise ça à raison de 2 fois par mois. Hein. C'est plus ou moins le rythme qu'on a pour le moment. On a 2 à 4 jours. Parfois on a des quarts, on a des pensionnés qui arrivent. Bon, ça c'est un peu plus, mais voilà, on a des gens d'un peu partout. Et on a aussi une petite recrudescence de visites qui est due au fait qu'on est dans les colis Wonderbox, là, les bons cadeaux Wonderbox là. Et ça fonctionne pas trop mal. Les gens arrivent, ils ont une petite assiette de charcuterie fait par des artisans du coin. Un pain à la Sainte-Nitouche, on a un pâté à la Sainte-Nitouche. Okay, ouais. La triple évidemment, le pain c'est un mélange de brune et de blondinette, de brunette et de blondinette. Donc voilà, donc les gens sont contents de goûter des produits comme ça artisanaux et de faire une visite qui dure entre 1 heure et 1h30. Ça dépend un peu de ma forme et de la forme des des gens qui viennent visiter. Mais en général, ça dure 1 heure parce que les gens ont beaucoup de questions et on essaye d'expliquer de manière simple, ce qu'est une bière, comment ça fonctionne. Donc les gens après sont en général connaissent un peu plus notre métier. Oui. Vous le faites d'office les 2 fois par mois dont vous parlez, ou alors il faut être un minimum de personnes pour venir et prendre rendez-vous? Non, ça m'arrive de faire des visites parfois à 2. Il y a même des visites, les gens qui viennent parfois le vendredi boire un verre qui ne le savent pas. Ils disent on pourrait visiter parce qu'ils ont leur beau-frère qui vient, ils ont un ami qui revient d'un pays étranger. Oui. À ce moment-là, on le fait. La visite la plus difficile qu'on a dû faire, c'est quand même en espagnol. Alors il valait mieux pour vous que pour moi, parce que ça aurait été problématique. J'avais la chance d'avoir un gars qui parle très bien l'espagnol, mais il parle le catalan. Donc dans l'Espagne, c'est un peu comme avant le wallon chez nous, puisque le wallon était différent d'une région à l'autre. C'était un peu vraiment rock'n'roll comme tu le dis. Mais ça s'est passé, ils ont compris. On s'en sort toujours. Et ils sont revenus. Oui. C'est magnifique. C'est le principal d'ailleurs. Exact. Comme je vous l'ai dit en introduction, je vous ai vu. Alors, je dois bien avouer que Léo, donc Vincent, je me rappelle pas de toi, mais toi Vincent, je t'ai déjà vu au brassicole une ou 2 fois. Enfin, je sais plus le nombre de fois, mais je t'y ai toutes déjà. les fois, sauf la dernière fois où c'était Alain qui est indépendant et qui fait un certain nombre d'animations pour nous. Oui. Mais c'est vrai qu'avec Philippe, on a une longue histoire aussi avec les brassicoles, et donc on s'est bien trouvé, si je peux dire comme ça, et on vient avec plaisir chaque année. Et puis c'est bien d'avoir une belle jeunesse comme ici à Charneux. C'est quand même ce qui fait un peu notre typicité par rapport à d'autres régions, c'est qu'on a la chance d'avoir des jeunesses à Bligny, à Sèvres, et de faire tout le tour comme ça. De notre belle région de Herve, toutes les semaines, du premier week-end de juillet jusqu'au dernier week-end d'août. Voilà, il y a de l'animation, et Charneux, les brassicoles, c'est toujours le week-end après le 15 août. Ouais, c'est bien ça, ouais. Ouais, et c'est bien chouette, et c'est vrai que donc c'est la carte de visite d'Alain que j'avais perdu certainement devant lui en plus. Le pauvre, il a dû se dire, celui-là, il m'a pris une carte et puis il la tape à terre. Enfin, soit. Il n'est pas rancunier. Non, parce qu'il m'en a rendu une brassière, donc. Et tu l'as pas agrafé sur toi, donc ça va. Non, je l'ai même pris gentiment moi-même, tu vois, donc c'est tout. Voilà.
Est-ce que c'est important pour vous d'aller à la rencontre des consommateurs comme ça dans ce genre de festivité, enfin je sais pas si je peux parler de festival, mais c'est toujours intéressant pour nous et important de le faire parce qu'on aime bien. C'est souvent aussi un moment de rencontre avec les collègues. Donc ça c'est important aussi. Et puis l'esprit est, je veux dire, dans certaines manifestations l'esprit est bon. Oui. Il y a certaines manifestations où on ne va pas. Quand par exemple l'organisateur met un bar avec des bières, je veux dire industrielles, je vois pas pourquoi je viendrais entre guillemets faire la promotion de mes bières. Parfois les organisateurs, mais je peux comprendre aussi, exagèrent dans l'argent qu'ils nous prennent, si on peut dire comme ça. Donc il y a un trop grand déséquilibre. Ce sont jamais des événements qui sont rentables pour nous. Oui. Donc ça c'est clair, mais il est important de rencontrer le public. Et puis je veux dire d'année en année, quand on parle de Charneux, puisqu'on va rester local, on rencontre les mêmes personnes et ça fait plaisir. Et puis ça fait plaisir aussi parce que c'est un peu l'histoire de notre brasserie, hein, tous les vendredis, c'est de voir cette jeunesse qui grandit. Mm-hmm. Philippe qui se fait de plus en plus vieux, j'espère qu'il écoutera le podcast. je ne sais pas. Il va bientôt être pensionné d'ailleurs. On le salue en tout cas. Et voilà, on voit l'évolution. Et c'est ça qui est agréable, je veux dire, dans la bière, c'est qu'on reste avec un produit qui est purement dans l'émotion et purement dans le partage. Donc c'est gai de voir ces gens évoluer. Donc à la brasserie, on avait dans les animés de Vincent, puisque Vincent était dans l'encadrement au scout, on a des gens qui se sont fiancés et puis maintenant ils ont des enfants et puis maintenant ils ont des enfants en première année et on ne verra pas qu'ils sont grands-pères parce que normalement moi je serais parti avant, mais voilà, on voit l'évolution de la vie et c'est gai. Voilà, ça c'est le plaisir de la bière qu'on ne rencontre dans aucun secteur. On n'a pas de concurrence et on est dans un produit qui est pure émotion pour les gens. Donc on a toujours un rapport avec les gens qui est très très agréable. Ouais. En fait, tout ce que tu viens de dire, ça veut dire qu'on vieillit aussi. Ça, si tu ne le sais pas, je le sais très bien. Il faut que tu en prennes connaissance parce que voilà. Mes articulations le savent de plus en plus. Donc, disons qu'on fait un peu moins de mélange maintenant, qu'on va vers des produits qui sont un peu meilleurs, donc on ne se met plus des tampons comme quand on était étudiant avec des produits bas de gamme. Maintenant non plus, hein, Vincent, je pense que tu fais un peu plus attention à ce que tu fais parce que tu as une grande période aussi. Hein. Pour être bon brasseur, il faut avoir beaucoup goûté. Il a beaucoup goûté. Je goûte toujours. Alors moi c'est moins souvent, mais je dois bien avouer que quand je le fais, je suis toujours pas plus malais. Non. C'est que t'as des bons amis parce que en général, quand on va trop loin, c'est qu'on a des bons amis à côté de soi. Alors je vais rarement trop loin, mais probablement que mon loin à moi est plus loin que certains loin d'autres personnes. Enfin bon, ça devient un peu philosophique mon truc, mais enfin voilà. Les amis, c'est quoi vos ambitions pour le futur proche ou à long terme Je ne sais pas. Si vous voyez à court ou à long terme. À court moyen terme, c'est d'avoir une production qui revient vers les 900 hectos. Oui. Ce ne sera pas très facile parce qu'effectivement on est dans une mauvaise passe pour le moment au niveau des petites brasseries. Voilà, mais sinon, c'est de continuer à s'amuser. Ça, c'est le plus important. De continuer à avoir des clients contents qu'on rencontre. Et puis après, voilà, je pense que l'essentiel est là. Oui. Si on veut déguster vos produits, alors je sais pas si on va faire une liste là maintenant, mais je pense qu'on peut les retrouver sur votre site internet. Oui. Donc c'est assez facile. Point de vente et aussi dégustation. Je sais pas si des cafés par exemple sont répertoriés. On avait commencé, puis c'est très difficile parce que on est dans les bières du mois. Alors ils y sont pas. Oui. On travaille avec quelques bons dépositaires qui suivent pratiquement toutes nos gammes, comme Blaireau à Verviers par exemple. Exactement, donc, voilà, donc lui il a les bio parce qu'il est aussi agréé bio, donc lui il a vraiment toute la gamme. Et en général, quand il leur en manque une, on a vite fait d'aller leur livrer pour qu'ils puissent servir aussi leurs clients. Alors, maintenant en magasin c'est un peu plus difficile. En général on a des parties de gamme, on a 3 références, 4 références, donc c'est toujours un peu difficile d'aller plus loin parce que le mètre de linéaire entre guillemets coûte cher à la grande surface et puis il y en a entre guillemets tellement que ils sont obligés de faire un choix, ce qui est aussi logique. Oui. Mais dans les carrefours, on est souvent bien au Carrefour
au Flairon, qui est vraiment à côté de chez nous. On est aussi bien mis. L'Intermarché de Maine, qui est notre partenaire depuis le début aussi, comme le Carrefour, on est aussi avec beaucoup de notre gamme, y compris nos alcools là-bas, certains de nos alcools. Donc voilà. Et s'il y a un problème pour trouver un produit, on nous envoie un petit mail sur info et on se fait un plaisir de répondre et d'accéder à la demande du client qui cherche nos produits ou nos verres, puisque c'est souvent pour les verres que les gens nous contactent. Ils sont, les gens les aiment bien, donc et tous les amateurs de bière aiment bien de boire une bière dans le verre de la brasserie. Et ça, il y en a très très peu dans les magasins, parce que ça casse, parce qu'on les vole et parce que donc voilà. Donc c'est surtout pour les verres qu'on est souvent contacté en général. Oui. N'hésitez de toute façon pas à aller sur le site internet. J'ai une dernière petite rubrique, ça s'appelle la question à l'aveugle. Et alors c'est l'invité précédent qui ne savait pas à qui poser la question, qui vous pose une question. Alors je pense que vous devriez normalement connaître la personne qui a posé la question. Pour expliquer aux personnes qui nous écoutent et qui auraient écouté l'épisode précédent, j'ai posé la question aux invités précédents et j'ai oublié de leur demander leur question. Donc je l'ai redemandé en off par message, et donc ils m'ont envoyé leur question. Et ici on a la question d'un certain monsieur Christophe Pollard. Est-ce que vous connaissez certains? On connaît un petit peu, oui. On connaît un petit peu, oui. Donc un des organisateurs de la Cité de la Bière qui sont venus présenter le festival il y a quelques semaines. Alors je ne sais pas quand sera diffusé cet épisode, donc je dis il y a quelques semaines. La question de Christophe, c'est: quelle est la meilleure bière que tu aies goûtée d'une brasserie de la province de Liège? Alors, ne sachant pas que vous étiez brasseur. Alors, moi, je réponds la triple de Warsage sans hésiter. Voilà. Triple de Warsage, oui. Brasserie de Warsage. Oui, Dominique Denis, il fait des très bonnes triples. Ouais. Mais, une très bonne triple de Val-Dieu, très bonne aussi. C'est vrai qu'elle est bonne aussi. Voilà, c'est vraiment, on est d'accord aussi. Voilà. Un ou deux, on aurait du mal, mais voilà. Ouais, 2 réponses, il y a 2 invités, donc 2 réponses, ça convient très bien aussi. Bon, cette fois-ci, je ne vais pas faire l'erreur, et par contre, je vais peut-être vous embarrasser, je n'en sais rien, mais est-ce que vous auriez une question pour le prochain invité? Alors, je ne sais pas pour quand ce sera, parce que là, on arrive tout doucement à la clôture des épisodes pour cette saison, donc ce sera peut-être pour la saison prochaine. Enfin, il faut vraiment que je regarde, mais voilà. En tout cas, est-ce que vous avez éventuellement une question embarrassante ou pas, qui peut ne pas être liée directement à la bière, en sachant que vous ne savez pas qui c'est, donc c'est peut-être pas un brasseur. Pour faire un peu rock'n'roll, c'est avec quelle bière qu'il a pris sa première cuite? Ok, ça va. Donc je note ça et je poserai ça au prochain invité, au prochain invité. Donc ce sera peut-être la saison prochaine. Je ne sais pas exactement comment ça va se dérouler. Messieurs, on arrive à la fin de l'épisode. Je ne sais pas si j'ai tout dit. Si vous voulez rajouter quelque chose que j'aurais éventuellement. Non, je pense qu'on a tout dit, et on te remercie pour ce beau moment de convivialité. C'était vraiment un plaisir de vous rencontrer et de boire un verre avec vous. Que ce soit les miens, mais bon, vous commencez à le savoir. Vous pouvez aller sur Facebook et Instagram, mais évidemment, n'hésitez pas à aller visiter les réseaux sociaux. Vous êtes sur Facebook et Instagram aussi? J'ai une petite chose à annoncer quand même, parce que on oublie, on va faire un peu de promotion pour nous. Donc chaque année, on organise la fête des amis de la Seine-Nitouche. Oui. Cette année-ci, ce sera le 5 juillet. Donc on commence à midi, on a monté une scène, on a des groupes de musique qui viennent, visite gratuite de la brasserie, il y a des jeux pour les enfants, et on fait toujours ça au profit d'une œuvre depuis la deuxième année, notre deuxième année. Donc venez nombreux, passez un moment en famille, voilà, ça nous fera plaisir de vous accueillir, et il y a vraiment de quoi plaire à tout le monde, y compris les plus petits. Bon, ça fait un peu de bruit quand même avec la musique, donc si c'est vraiment des tout petits, vous venez avec un petit casque, mais voilà. Et il y a la possibilité de boire, je veux dire, 5 de nos bières au fût, puisque la triple est au fût, la blonde est au fût, la verger est au fût, la blanche est au fût, et on a aussi l'Ifies. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est notre bière
de soif à 4,5 qu'on a fait spécialement pour tout ce qui était festival en été, etc. Oui. Donc voilà, vous êtes les bienvenus et ça nous fera plaisir de vous rencontrer et vous participerez à aider une œuvre. Donc 5 juillet. 5 juillet à partir du midi jusqu'à 23h parce que ça reste un événement familial. Donc Oui. ce Ok. n'est pas les branchés. Et la semaine d'avant, pour les plus sportifs, on prête toujours chaque année la brasserie aux jeunes de l'INDEPS, qui sont des jeunes qui essayent de remettre un peu de vie dans la commune de Jupy. D'accord. Et ils organisent le Beer Fits. Tu vois ce que c'est le Beer Fits? Honnêtement, non. Dans une espèce de gros cocard où tu pédales à 14 et ils doivent vider un fût de bière avec, Ok, avec oui, du je vois. litre de, tu vois. Ok, je vois. Voilà, et là, il y a des garden parties. Donc là, ça fait un peu plus de bruit et c'est un peu plus sportif. Mais donc, voilà, pour une clientèle un peu moins familiale, c'est très bien. Mais très bibitive. Mais très quoi? Bibitive. Ah, bibitive. C'est très. Bah alors ça, je vais essayer de m'en rappeler. Je me sortirai de ça. Bibitive. Mille merci d'être venu. Donc n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, sur le site internet. 5 juillet à la brasserie de la Croix Sainte-Nitouche, la bière. Merci à vous. Merci à toi, Karech. Je vous remercie de nous avoir écoutés et à bientôt tout le monde. Et rappelez-vous, on est tous sous le même drapeau, celui de la bière patrie. Santé à vous. Santé.